Ahmed Aït-Tellous, je suis auteur passionné par le fantastique, le mystère et l'horreur. Depuis longtemps, j'aime raconter des histoires où le passé, les secrets oubliés et l'inconnu se rencontrent. Je vous présente aujourd'hui mon roman L'horreur sans nom, une histoire sombre et mystérieuse qui vous plonge au cœur de rites anciens, de civilisations disparues et d'une horreur née du savoir interdit. À travers ce récit, je vous ferai voyager entre aventures, suspense et frissons, là où certaines vérités n'auraient jamais dû être révélées. Je vais essayer de publier un chapitre par semaine. Sur cette chaîne, je partagerai avec vous les chapitres du roman en version audio illustrée, accompagnés d'images et d'une ambiance immersive, pour vous faire vivre l'histoire autrement. Si vous aimez les récits mystérieux et les histoires qui marquent l'esprit, je vous invite à me suivre, à partager et à me laisser vos impressions. Bienvenue dans l'univers de l'horreur sans nom. Amusez-vous. L'horreur sans nom. Vers le début du XIXe siècle, un aventurier écossais quittait sa terre natale pour chercher fortune au Mexique. Que pouvait-il chercher dans ces landes désertiques et à moitié pelées? Nul n'aurait pu le savoir. Débarqué, après un très long voyage en mer, sur un galion portugais, qui faisait de la contrebande, dans le port que allait devenir un endroit réservé aux milliardaires, bien des décennies plus tard, Acapulco, il soudoya des hommes, à la réputation et la conscience plus écœurantes qu'une porcherie mal entretenue. À dos de mulet, il allait entreprendre une longue randonnée vers la chaîne des montagnes de Yucatan, où les vestiges de ce que furent les pyramides aztèques, recouvertes de mystères mystiques et surnaturels, se trouvant, pour entreprendre des fouilles. Par les écrits de certains parchemins, il savait que, en cherchant bien dans les profondeurs de ces pyramides perdues dans la brume du temps, il aurait pu trouver un trésor. Un immense trésor. Ainsi, les fouilles commencèrent. Au fur et à mesure que ces gens pénétrèrent les profondeurs de la terre, au sous-sol d'une de ces pyramides, le travail se poursuivait d'une façon monotone. Mais lorsque ces hommes arrivèrent en présence d'un très long escalier, découpé dans les rochers mêmes et que se perdait dans les entrailles de la terre et de l'obscurité, des étranges phénomènes se produisent. Munis de torchets résineuses, ces hommes commencèrent la descente dans les ténèbres, suivant pas après pas, ces marches que continuaient et continuant, toujours plus profondément. MC Cornic était le premier du groupe, une dizaine de personnes en tout, ayant commencé à compter les marches depuis la toute première, il compta la dernière que s'arrêtait en face d'un énorme porte en bronze massif, fermé. Cela c'était la 3098 marche. Interdit, tous allèrent se demander comment ils pouvaient ouvrir cette porte, quand celle-ci s'ouvrit toute seule. Les torches et s'éteignent et le silence angoissant du néant, déjà omniprésent, devint compact, oppressant. Soudainement, un halo de lumière phosphorescente s'alluma au milieu de l'ouverture béante et une chose, aux contours indéfinissables, apparut. Cette chose bougea, se déplaça, tantôt en haut, tantôt en bas, à droite, à gauche, nulle part et partout. Les hurlements de terreur et d'une panique déraisonnée lancés par les hommes créa un fond sonore où leur écho se propagea par vagues. Puis ce fut encore le silence.
Suffocant, MC Cornick était le seul survivant. Ayant allumé une torche, il fut en présence de quelque chose d'invraisemblable, d'inouï. Tous ces hommes gisant éparpillés partout, ayant essayé de trouver le salut en fuyant, égorgés, dans une gigantesque mare de sang, que dégoulinait, goutte après goutte, tout le long de l'escalier. Dominant sa terreur insensée, MC Cornick se pencha sur quelqu'un de ces corps. Tous eurent été égorgés, c'était un fait, mais pas par un arme blanche, ni par les canines d'un fauve. Leur gorge béante, aux carotides tranchées, prouvait que cela avait été fait par des dents humains. Ce MC Cornick avait été épargné par il ne savait pas pourquoi, ni comment, et il allait réussir à s'échapper de cet enfer, retournant chez lui, extrêmement riche, mais aussi, avec l'horrible connaissance d'un secret épouvantable que allait bouleverser le contexte humain par un horreur sans nom et durant les siècles. L'avril. Vers le mois de mars du I-80I. Dans une taverne sordide en bord de mer, dans l'agglomération d'un minuscule port de pêcheurs et de trafiquants, deux hommes étaient attablés en un coin de la salle, noyés de fumée et vaguement éclairés par des lanternes à cantilène, suspendues aux quatre coins. C'était vers les 23 heures de la nuit. Un immense foyer de bûches laissait échapper de la fumée et des étincelles iridescentes que, s'engouffrant dans la bouche d'une grosse cheminée, répandaient aux alentours un peu de chaleur. À l'extérieur, un brouillard blanchâtre et gris enveloppait chaque moindre recoin des environs, se propageant au loin sur la mer, à l'apparence solide et opaque. Il y avait de la neige partout et une température de moins 25 degrés aurait gelé même un Esquimau. Ces deux hommes étaient un aventurier pour l'un, sans scrupules, ni foi ni loi, et un contrebandier de tout poil, pour l'autre. Un se nommait Fred MC. Cornick et l'autre John O'Hara. Ce Fred MC. Cornick avait commencé à courir l'aventure depuis l'âge de ses 16 ans. À l'époque, ce que remontait à bien des années dans le passé, il s'était embarqué sur un rafio, un 3-mâts, que faisait le périple de l'Afrique, passant par les côtes atlantiques et puis la route des Indes. Il avait été engagé comme mousse, mais il allait apprendre vite que la vie et ses congénères n'étaient pas ce qu'il croyait. Se faisant passer pour un cargo inoffensif, ce navire n'était rien d'autre qu'un ramassis de salopards du pire acabit, à qui, un gain au détroit du sang et des peines d'autrui, ne gênait guère, se dédiant, lorsque l'occasion se présentait, à faire de la piraterie, de trafic d'esclaves vers le Nouveau Monde et d'autres aberrations de ce genre. Costaud et déterminé, malgré son jeune âge, ce MC. Cornick réussissait à s'accaparer la confiance de l'équipage en imposant ses idées et ses projets. Du simple mousse, un beau jour il allait se retrouver quartier-maître, et le bras droit du commandant. D'aventure en aventure, d'un voyage à autre, entre une piraterie ou un massacre d'innocents, il était devenu une bête humaine, où le synonyme d'une quelconque pitié n'effleurait même pas son esprit malsain. Malheureusement pour lui, cela ne pouvait pas continuer et un jour, ayant pris à l'abordage un navire anglais de grand tonnage, qui avait toute l'apparence de n'être qu'un navire de transport, lui, comme tous les autres, allèrent se trouver en présence d'un équipage et un commandant de la marine de guerre britannique. Ce fut un hécatombe des deux côtés, mais le navire anglais eut le dessus et le 3-mâts pirate fut coulé à coups de canon et l'équipage, en tout cas, ce qu'il en restait, fut pendu haut et court. Lui, fut le seul à se réchapper en se balançant à la flotte. Accroché à un bout de planche, perdu quelque part dans l'océan Atlantique, il réussit, tout de même, à gagner la côte ouest de l'Afrique, plus ou moins, vers le Congo français. Il se débrouilla pour survivre et petit à petit, il réussirait à regagner l'île britannique. Mais, à son insu, son identité était restée gravée dans les mémoires de quelques matelots de ce fameux soi-disant cargo anglais qui les avait perdus. Lorsqu'il allait débarquer à Douai, un grand port bruyant et actif, il fut appréhendé par la police maritime. Se voyant pris au piège et sachant que quelqu'un l'avait trahi en le reconnaissant, il ne les attendit pas en se rejetant de nouveau à l'eau et gagnant, grâce au brouillard et à l'obscurité, un petit cargo écossais ancré au large. Ayant réussi à se cacher dans une chaloupe de sauvetage, 2 jours plus tard il se remettait à l'eau et allait rejoindre ce petit port minable, dans lequel il se trouvait en ce moment. Faisant un peu de tout, pour que nettement, le temps passerait. Par des échos ici et là, il était venu au courant que sa tête avait été mise à prix et une somme coquette attendait celui qui voulait bien la porter à la justice. Ainsi, il se jura de ne pas mettre le nez dehors de ce port et attendre qu'une occasion ou une opportunité allait enfin le délivrer de cette apathie forcée. Son compagnon du moment, ce John O'Hara, lui n'était pas d'origine écossais, mais irlandais. Ce type avait déjà effectué plusieurs voyages vers le Nouveau Monde, en apportant de la contrebande, matières précieuses, épices et autres, mais acquis, au même temps, une connaissance quasi parfaite de tous les endroits où il avait mis ses pieds. Le continent américain.
Il avait été en Amérique latine un peu partout, il avait fouillé dans des sépulcres ou cimetières très anciens. Il n'avait pas trouvé grand-chose comme objet précieux, à part des dents en or, ou quelques bibelots ensevelis avec les cadavres. Mais un jour, se trouvant dans le port d'Acapulco, au Mexique, en attente que son navire allait reprendre le large vers l'Amérique du Sud, il allait faire un étrange rencontre. Rentrant saoul d'une taverne, où il avait bu à ne plus soif et avoir goûté au charme d'une prostituée, il rencontra un vieil homme qui lui fit signe de s'arrêter. Ce bonhomme aux cheveux et à la longue barbe blanche se prétendait être le dernier descendant de l'ultime dynastie aztèque. Il portait sur lui un gros sac en peau de bête. Interdit, John se demanderait ce que ce vieil homme lui voulait à cette heure si tardive, aux limites du port et en le voyant aussi saoul que toute la Polonaise réunie. Il le pria de l'accompagner jusque chez lui, car il se sentait fatigué et il ne pouvait plus supporter le poids de sa farde. Méfiant tout de même, John l'accompagnerait chez lui. Dans un ghetto sordide et clairsemé d'habitations, à part quelques misérables cabanes, dispersées ci et là. À la lumière chevrotante d'une grosse bougie, le vieil homme allait lui confier un secret. Ce secret constituait être un énorme trésor enseveli par le temps, dans une des pyramides de ses ancêtres, sur la montagne de Yucatan. Plus que jamais étonné et intrigué, John lui demanda pourquoi il s'était intéressé à lui, qui n'était rien d'autre qu'un navigateur mercenaire, qui se vendait au mieux offrant pour la contrebande. Il fut surpris quand le vieil homme allait lui révéler quelque chose d'invraisemblable. « Je suis proche de la mort, mon fils, lui dit-il ainsi, selon la prophétie de mes ancêtres, je dois me libérer de cette farde. » En montrant d'une main, le sac en peau de bête en le confiant au premier homme que j'aurais rencontré. L'heure et le lieu correspondant à cette prophétie et tu étais la seule personne que j'avais rencontrée. Ainsi, je te prie d'accepter ceci en espérant que tu en feras un bon usage. Si ton cœur est bon, trouve-toi d'autres compagnons et allez percer ce secret qui dort depuis des millénaires. Mais en quoi consiste-t-il ce fameux trésor ? Demanda John, perplexe. Un diamant vert, d'une telle grosseur que toutes les richesses du monde ne peut l'acheter. Et c'est tout ? Demanda encore John. Tu trouveras toutes les indications qui te mèneront à ce trésor, prends-le, je t'en prie. Disant cela, le vieil homme s'écroulait sur le sol exhalant son dernier soupir. Astérisque astérisque. Effrayé et subjugué, John, sans réfléchir et ne perdant pas de temps, prit la lourde farde et il s'enfuit, rejoignant le port et en s'embarquant, dardard, sur son navire. Il cacha le sac dans ses linges à la tête de son hamac, 2. Durant le long périple que conduisait son navire dans les mers tropicales de l'Amérique du Sud, John se rappela de ce vieil homme et de l'héritage, en quelque sorte, que lui avait donné. Ainsi, une nuit, se trouvant seul, à la lumière d'une lampe à huile, il sortit le sac de sa cachette et il l'ouvrit. Sa surprise fut de taille quand il allait se rendre compte de quoi était fait le contenu. Des parchemins, en peau et en fibres végétales, étaient entassés, les uns contre les autres, innombrables. Mais ce ne fut pas tout. À sa grande déception, en constatant que tout ce qui y était écrit, c'était de l'aztèque. Comment pouvoir faire pour les déchiffrer ? MC.Cornic était tout oui. « Veux-tu me montrer ces parchemins ?» demanda-t-il. « Oui, bien sûr. »« Connais-tu les hiéroglyphes aztèques ?» répondit son compagnon. « Non, naturellement, mais peut-être a-t-il un dessin ou une carte rudimentaire dans ce que ce vieux t'a laissé. As-tu bien regardé ?» demanda MC.Cornic. « À vrai dire, non, » répondit John, « j'étais démoralisé et j'ai tout enterré dans ma maison. Si tu veux, ajouta-t-il, nous pourrons y aller maintenant.